Tokimeki. Durant votre voyage au Japon, il vous est peut-être déjà arrivé de croiser, au détour d'une ruelle, à un passage piéton, une geisha. Ces femmes élégantes, discrètes, ambassadrices de la tradition japonaise, fascinent de nombreux occidentaux qui n'arrivent pas à cerner les secrets de ce métier d'artiste qui n'existe qu'au Japon. Aujourd'hui, je vous propose de retourner quelques années en arrière pour en apprendre plus sur l'histoire des geishas, balayer les préjugés sur cette profession ancestrale et surtout comprendre leur rôle dans la société japonaise. C'est parti! L'histoire des geishas commencerait véritablement à l'époque Edo. En 1617, le shogunat Tokugawa encadre le commerce du sexe et délimite les quartiers de plaisir. La prostitution était interdite en dehors de ces quartiers où l'on trouve une multitude de maisons closes. Vers 1730, on commence à voir apparaître des hokan, ou plus communément appelés taikomochi, dans ces bordels. Ces musiciens, parfois chanteurs, parfois danseurs, rendaient l'attente des clients des prostituées de luxe un peu moins longue. Ces geishas, ces personnes qui maîtrisent l'art, sont à l'origine des geishas que vous connaissez aujourd'hui. À mesure que les prostituées de luxe développent leur art, se crée une scission entre celles qui continuent à donner leur corps, donc les oiran, et les odoriko, littéralement les filles qui dansent, qui se consacraient à la lecture de poèmes, au service du thé, au shamisen. En 1750, ces odoriko, dorénavant appelées geiko ou geigi, deviennent de plus en plus populaires et ouvrent la porte du métier à d'autres femmes. Elles deviennent tellement nombreuses que la profession se féminise et ce sont à présent les hommes qui s'appellent otoko geisha pour se distinguer. En 1779, le métier de geisha est reconnu par un décret du shogun grâce au Kenban, le bureau de recensement. Chaque geisha doit s'y enregistrer afin que leur profession ne fasse pas concurrence à celle des prostituées. À partir de ce moment-là, la prostitution est complètement exclue du métier de geisha, auquel cas elles perdent leur titre. Certaines règles concernant leur apparence ont également été mises en place afin de différencier les prostituées des geishas. C'est cette séparation drastique qui fait vraiment prospérer le business des geishas. Vers 1800, les otoko geisha disparaissent et le métier de geisha devient quelque chose d'entièrement féminin. À l'origine, les oiran, donc les prostituées de luxe, avaient tellement peur que les geishas leur piquent leurs clients qu'elles n'étaient même pas autorisées à s'asseoir auprès des clients lors des banquets qu'elles partageaient. Cependant, les geishas sont perçues comme belles, intelligentes, amusantes. Elles étaient un gage d'hospitalité et de divertissement lors des dîners et pouvoir s'offrir les services d'une geisha, c'était renforcer son statut social et sa réputation. Au fur et à mesure que leur popularité augmentait, celle des prostituées de luxe chutait. Les geishas étaient considérées comme modernes, plus chic, alors que les oiran étaient considérées du coup comme trop extravagantes. Avant la chute d'Edo en 1868 se développent les hanamachi, les villes de fleurs. À leur tour, les geishas ont des quartiers spécifiques avec des maisons de thé où elles peuvent partager des moments de convivialité avec leurs clients. Chaque quartier avait une ambiance un peu différente. Par exemple, ceux de Kagurazaka ou de Asakasa étaient un peu plus sophistiqués, donc ils étaient plutôt réservés à des politiciens ou des hommes vraiment riches. Les geishas d'Asakusa par contre étaient beaucoup plus familières, semblaient plus proches des gens parce que du coup leurs clients étaient un tout petit peu plus pauvres. Et puis arrivent malheureusement les effets néfastes de la guerre et de l'occidentalisation. Le déclin des ressources de la population a complètement décimé les hanamachi où les geishas travaillent et il devient difficile de faire prospérer la tradition. S'offrir une geisha, c'est vraiment quelque chose qui est perçu comme réservé aux riches, donc les classes moyennes ne s'y intéressent absolument pas. Même après la guerre, peu d'endroits ont réouvert et les réglementations étaient plus strictes. Le Japon est devenu un pays totalement différent et deux lois très importantes ont été mises en place. La réforme scolaire en 1947 qui oblige les enfants de 6 à 15 ans à suivre un enseignement obligatoire et la loi de prévention de la prostitution promulguée 10 ans plus tard. Avant que l'enseignement obligatoire soit mis en place, donc, les maiko pouvaient être des jeunes filles de 5 à 6 ans. Des enfants étaient vendus par les familles pauvres, déjà pour subvenir à leurs besoins, mais aussi parfois par amour. Les maiko étaient connus comme les enfants qui recevaient la meilleure éducation possible, et de nombreuses familles qui ne pouvaient pas subvenir aux besoins de leurs enfants les vendaient afin que celles-ci puissent avoir un avenir. Devenir maiko, cependant, c'était pas seulement réservé aux pauvres, c'était aussi le rêve de beaucoup de petites filles de familles riches. C'était un métier si populaire qu'à l'école primaire, on pouvait diviser les filles en deux groupes, celles qui voulaient devenir maiko et les autres. Les enfants qui souhaitaient poursuivre ce métier allaient rarement en cours et se rendaient du coup à l'école de geisha à Gion afin de suivre des cours de danse, etc. Déjà à l'époque, leur enseignement était extrêmement strict. À l'heure actuelle, c'est beaucoup plus simple de devenir maiko. De nombreuses okiya, les maisons de geisha qui leur servent un peu d'agence de promotion, ont des sites internet ou des numéros où vous pouvez les appeler pour demander un entretien ou alors envoyer votre CV. Il faut évidemment l'approbation d'un garant, ne pas avoir de maladie
maladie chronique ou de handicap, ne pas avoir de problème dentaire, ne pas être trop grande, ne pas être trop grosse, mais surtout il faut être quelqu'un de docile, capable d'écouter et de recevoir des ordres. Il est aussi très important de considérer le hanamachi dans lequel on veut aller parce que le type de danse peut être différent, pareil pour le type d'événement auquel on participe. L'okiya étant considéré comme une deuxième famille avec une okasan, la gérante de l'okiya, donc une mère, ainsi que les onesan, les grandes sœurs, donc les autres collègues, geisha. Le choix est aussi compliqué parce que c'est entouré de toutes ces personnes que la future geisha va passer sa jeunesse. De plus, il faut bien réfléchir à son avenir parce que comme on le verra plus tard, être geisha, c'est être geisha pour toute sa vie. Les jeunes adolescentes doivent donc renoncer au fait d'accomplir de grandes études, par exemple. Après avoir réussi son entretien et avoir été acceptée par l'okiya, la jeune fille devient une shikomi. Durant un an, elle aide à faire le ménage, à débarrasser les kimonos après les festivités, etc. Et tout doucement, elle commence à apprendre l'étiquette des geishas et les danses traditionnelles. Le but, c'est qu'elle participe activement à la vie de l'okiya. Les filles venues de régions extérieures, parce que ça arrive souvent, doivent apprendre le dialecte de la région, ce qui peut être extrêmement compliqué. Lorsque l'oka-san et ses grandes sœurs, du coup, la jugent apte à passer à l'étape supérieure, elle passe en apprentissage, ce qu'on appelle minarai. Après avoir reçu un genmei, donc un nom d'artiste par la oka-san, l'apprenti commence à participer à certains zashiki, les banquets traditionnels, avec ses one-san pour apprendre sur le terrain. La moitié des nouvelles recrues abandonnent à cette période tellement le changement de rythme est compliqué pour ces jeunes adolescentes. Lorsqu'elle a fait ses preuves, la jeune fille peut faire son misedashi. Elle part saluer les professeurs, les artisans, les commerçants de son hanamachi afin d'annoncer qu'elle devient officiellement maiko ou hangyoku dans la région du Kanto. C'est là que commence sa véritable formation. À partir de là, la maiko doit tous les jours se maquiller et porter un kimono. Le furisode, le kimono à manches longues, étant très compliqué à mettre et leur obidarari, l'obi qui se balance derrière elle, étant très difficile à serrer, elles se font aider d'un otokosu pour s'habiller. Elles doivent également se rendre une fois par semaine chez le coiffeur pour se faire leur coiffure symbolique. Celle-ci doit durer une semaine, donc elles doivent faire attention à ne pas mouiller ou ne pas abîmer leurs cheveux. La nuit, elles dorment sur des takamakura, des oreillers rehaussés au niveau du cou pour ne pas l'abîmer. Dans les cheveux sont souvent placés des accessoires. Concernant le maquillage, la maiko doit avoir l'air mignonne avec un air de poupée. Elle enduit son visage de poudre de riz, rehausse ses sourcils plutôt arrondis, elle souligne les yeux d'un trait rouge et elle peint sa lèvre en rouge également. Certaines choisissent de se noircir les dents, ce qu'on appelle ohaguro. C'est une tradition qui existe depuis l'époque Heian chez les riches. Comme leur maquillage blanc fait ressortir l'ivoire de leurs dents apparaissent jaunes. Afin de cacher ce défaut, elles peignent du coup leurs dents en noir. Après avoir enfilé ses okobo, les sandales à plateforme souvent ornées de petits grelots, la maiko est prête à assister à ces différentes leçons. En plus du Nihonbuyo, la danse traditionnelle japonaise, elle apprend le shamisen, les chants traditionnels, la poésie japonaise, la calligraphie, l'ikebana, tout ça afin de devenir une professionnelle des arts traditionnels japonais et surtout de l'omotenashi, l'art de l'hospitalité typique du Japon. Les maiko participent aux événements et aux banquets avec leurs aînés, les geiko, mais ne perçoivent aucun salaire. Toutes les dépenses, les kimonos, le logement, les prestataires sont payés par l'okiya. Elles peuvent recevoir des cadeaux ou des espèces de pourboires de la part des clients, mais en général c'est l'okiya qui leur donne de l'argent de poche à dépenser durant leurs rares jours de repos. Au bout de 5 ans, en général à l'âge de 20 ans, si l'oka-san juge qu'elle est apte à devenir une véritable geiko, a lieu ce qu'on appelle l'erikae, donc le changement de col, pour passer du col rouge des maiko au col blanc des geiko. Certaines maiko choisissent de ne pas devenir geiko et de s'arrêter là, et il arrive également que l'oka-san se sépare de quelqu'un qui ne convient pas à la réputation de la maison ou de la profession de geiko. Le kimono de la geiko devient donc plus discret, bien qu'il soit toujours orné du kamon, du coup cet emblème qui représente l'okiya auquel elles sont affiliées. Elles portent des ori ou des geta, donc des sandales qui sont un peu plus simples que lorsqu'elles étaient maiko. La coiffure typique des geiko nécessitant une certaine longueur de cheveux, elles portent en général une perruque. Le maquillage est plus sobre pour souligner la maturité qui vient d'être acquise. Au plus elles vieillissent, au moins elles ont l'obligation de se maquiller. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir certaines geiko qui ne sont pas maquillées dans certains banquets. En général, ce sont les jikata, celles qui sont spécialisées dans l'accompagnement avec les instruments. D'ailleurs, de moins en moins de maiko veulent devenir jikata, tellement la pratique des différents instruments est compliquée. À cause de ça, ces derniers temps, de nombreuses maisons de geisha embauchent des femmes qui n'ont jamais eu de formation en tant que maiko afin qu'elles accompagnent les filles qui dansent, qui sont appelées, elles, tachikata. La geiko
geiko doit rembourser les frais que l'Okiya a déboursés lorsqu'elle se formait en tant que maiko. À l'époque, il y avait des danna, des maris, qui leur aidaient du coup à payer cette somme et à assurer leur indépendance. Le danna était en général un homme riche avec un statut prestigieux. Encore une fois, le fait de prouver qu'il était tout à fait capable d'assurer du coup les frais d'une geisha à lui tout seul permettait d'assurer son statut social et de lui donner de l'importance. Cette époque est maintenant totalement révolue et les geiko doivent tout rembourser elles-mêmes. Certaines d'entre elles, du coup, qui ne sont pas forcément appréciées des clients ou qui n'ont aucune prédisposition particulière, sont donc contraintes de rester à l'Okiya toute leur vie parce qu'elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. Après le remboursement de cette somme en totalité, la geiko peut choisir de devenir indépendante. C'est-à-dire qu'elle quitte son Okiya, sa maison de geisha, tout en restant affiliée à elle afin d'obtenir des contrats et du réseau. Dans ce cas-là, la geiko doit gérer elle-même toutes ses dépenses, donc son loyer, ses kimonos, l'entretien, etc. En contrepartie, l'Okiya ne perçoit qu'une petite commission sur ses activités. Ou alors, elles peuvent choisir de continuer à vivre dans l'Okiya, donc avoir le loyer, les kimonos, etc. qui sont fournis. Là, par contre, c'est pas du tout une simple commission que l'Okiya prend sur les rentrées d'argent de la geiko. Cependant, il y a un avantage non négligeable, la geiko pourrait peut-être hériter de ce Okiya plus tard. Les maiko et les geiko ont donc une vie qui est complètement centrée autour de l'apprentissage des arts et la satisfaction de la clientèle. Les geishas n'ont pas le droit à l'amour, ce qui peut représenter un certain sacrifice. En toute cause, elle doit rester un objet d'art travaillant pour le bien-être des clients. Cela peut être très désagréable pour certains clients riches qui s'offrent les services des geishas de savoir que celle-ci s'occupe d'un autre homme dans sa vie civile. De toute façon, la geisha, ou plus particulièrement la maiko, n'a absolument pas le temps pour ce genre de truc. Elle commence extrêmement tôt le matin et finissent très tard, souvent après minuit, sans compter le temps de maquillage tous les jours, le temps d'habillement. Leur apprentissage est épuisant, mais elles n'ont en aucun cas le droit de le montrer devant les clients. Elles sont toujours sous l'aile de la Oka-san et également de ses One-san, les grandes sœurs, mais quand une maiko devient une One-san à son tour, elle est censée montrer l'exemple aux jeunes apprentis. Malgré ça, l'amitié est tout de même délicate dans le monde des geishas, puisqu'au plus la maiko et la geiko est populaire, au plus elle aura d'opportunités et des rentrées d'argent. La jalousie existe donc bel et bien entre elles. Comme la maiko en particulier a une coiffure qui est faite de ses véritables cheveux et qu'elle doit la garder une semaine, elle est obligée de porter ne serait-ce qu'un kimono léger lors de ses rares sorties personnelles. Avec cette coupe de cheveux, les gens remarquent forcément que c'est une maiko et donc elle ne peut pas prendre le bus par exemple ou aller dans des fast-food ou même le combini. En fait, il ne faut pas que le grand public la voie faire des choses normales. La geisha, la personne qui maîtrise l'art, est censée être un être pur et doit sembler être inaccessible. Les geiko, quant à elles, sont un peu plus libres. Comme la majorité porte une perruque, il est déjà beaucoup plus simple pour elles de se rendre en ville quand elles ont des vêtements classiques lors de leur congé. Par contre, comme je vous l'ai dit, le geisha est un métier pour toute une vie et il n'y a pas d'âge de retraite. On peut être geisha jusqu'à sa mort. Cependant, il arrive que certaines d'entre elles arrêtent le métier pour diverses raisons, notamment le mariage. Dans ce cas-là, elles organisent une cérémonie qui s'appelle Hiki Iwai, où elles disent adieu à toutes les boutiques et le personnel qui les a servis durant toutes ces années, mais aussi à toutes les personnes qui composent sa deuxième famille dans l'Okiya. J'ai vaguement abordé certains passages de l'histoire de la prostitution en Japon parce qu'elle est nécessaire pour en apprendre plus sur l'histoire des geishas. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on demande à une personne qui n'a absolument aucune connaissance de la culture japonaise, celle-ci assimilera dans la majorité des cas les geishas comme étant les prostituées japonaises. De nombreux films et livres ont malheureusement contribué à ce grand malentendu. Je vais donc vous expliquer en quoi elles sont différentes et pourquoi on les confond souvent. On récapitule donc, bien avant l'arrivée des geishas existaient les femmes de plaisir, les yūjo. Certaines d'entre elles avaient donc des prédispositions pour les arts et possédaient également un bon niveau de culture. Elles sont donc devenues des oiran, des prostituées de luxe. Ce sont même elles qui ont inventé le théâtre kabuki que vous connaissez sans doute. On les qualifie souvent de courtisanes, mais c'est un euphémisme. En vérité, c'est une très mauvaise traduction de certains termes qui étaient employés dans des livres publiés en anglais à l'époque. Elles n'ont rien à voir avec des courtisanes et encore moins avec les travailleuses du sexe actuelles qui choisissent de le devenir ou qui sont malheureusement victimes de trafic humain. À l'époque, tout comme les toutes jeunes maiko, les filles du coup qui deviendraient des prostituées dans des bordels étaient vendues à l'âge de 5 et 6 ans par les familles pauvres. Celles-ci deviendraient des kamuro, des assistantes pour l'oiran, la prostituée de luxe. Elles commençaient à travailler dès qu'elles avaient atteint l'âge de la puberté. Si elles devenaient oiran elles-mêmes, elles pouvaient choisir leurs clients. C'était un privilège qui n'était pas accessible aux prostituées classiques. Les geishas et les oiran
Oilan partageaient exactement le même banquet et les mêmes clients. Cependant, leur service était totalement différent. La geisha divertissait le client par son art et la Oilan par son corps. On le voit d'ailleurs dans ce tableau de Kawanabe Kyosai représentant un banquet dans le Yoshiwara, l'un des quartiers les plus chauds du Japon de l'époque. D'ailleurs, pour prouver qu'elles vendaient bien leur art et pas leur corps, de nombreuses geishas de l'époque avaient un nom d'homme. Pour faire simple, l'important chez les geishas c'est l'art et elle existe encore à l'heure actuelle. Par contre, le plus important pour les Oilan c'était la promotion de soi-même, de son corps et elle n'existe plus. En plus des différences au niveau de la profession, comme je vous l'ai dit, dès le moment où la geisha a été reconnue comme une artiste à part entière, une réglementation pour distinguer les Oilan et les geishas a été également mise en place. Les principales différences visuelles sont le motif du kimono, les couleurs qui sont beaucoup plus extravagantes chez les Oilan. Ça fait vraiment partie de leur business, il faut qu'elles claquent, il faut qu'elles soient vues des clients. Leur obi est également serré à l'avant et non pas à l'arrière comme les geishas. Leurs getas ont des plateformes extrêmement hautes, beaucoup plus haute que celle des Maiko. Et le dernier petit détail un peu plus discret, c'est que les Oilan ne cachent jamais leurs pieds. Malgré toute cette différence, qu'est-ce qui a contribué au préjugé que les geishas étaient également des prostituées? Tout d'abord, il y a le fait qu'à l'époque Edo se déroulait une cérémonie de passage à l'âge adulte qui s'appelle Mizuage, où la virginité de certaines Maeko était vendue. Cette cérémonie qui coûtait très cher était en général sponsorisée par le Danna, donc le faux mari, qui en contrepartie pouvait recevoir la virginité de cette Maeko. Parfois, il n'abusait pas d'elle et c'était juste pour assurer son statut social encore une fois, mais ça arrivait. Cependant, comme le confirme la geisha Iwasaki Mineko dans son livre, cette pratique était plutôt rare et extrêmement mal vue. En général, c'était pratiqué par les okiya de mauvaise réputation qui poussaient les filles pour avoir une plus grosse rémunération. Cependant, des documents administratifs prouvant du coup que certaines geishas aient participé à ces activités sexuelles ayant existé, ça a été déformé comme un cas général pour toutes les geishas de l'époque, ce qui n'est absolument pas le cas. Résumer les geishas au fait qu'elles donnaient leur corps, c'est occulter absolument les milliers d'heures de formation qui sont derrière elles. Bref, de toute façon, la loi de prévention de la prostitution a totalement banni cette chose-là. En dehors de ça, l'autre malentendu qui a manipulé la vision des geishas à l'étranger, c'est évidemment les geisha girls de l'après-guerre. Durant l'occupation, de nombreux soldats américains ont eu des interactions avec des personnes de l'industrie du sexe, dont certaines se déguisaient en geisha en prétendant en être une afin de les attirer. Ça aussi, ça a conduit à la confusion quant au rôle de la geisha à l'étranger. La geisha était donc plus considérée comme une prostituée dévergondée qu'une gardienne des arts traditionnels. À l'heure actuelle, quel est le rôle de la geisha dans la société japonaise? Depuis toujours, les geishas doivent représenter l'iki, l'idéal esthétique japonais. Elles doivent être pures et innocentes sans être naïves, charmantes sans être sexy ou encore sophistiquées sans être snob. Elles sont réellement les maîtresses de la retenue et de la beauté. C'est aussi pour ça que de nombreuses personnes ont été fascinées et sont encore fascinées par elles à l'heure actuelle. Elles ont un charme discret qui, combiné avec toutes les règles apprises durant leur formation, attire vraiment ceux qui veulent échapper à leur vie quotidienne. Les clients payaient également parce que la discrétion d'une geisha était assurée. Les discussions économiques, politiques, des samouraïs qui voulaient renverser le gouvernement, toutes ces choses importantes se sont faites durant des banquets en présence de geishas qui restaient muettes. De toute l'histoire des geishas, il n'y a eu qu'un seul scandale impliquant des geishas en 1989. Les geishas étaient vraiment les femmes les plus élégantes de l'époque, c'est elles qui lançaient les tendances, mais malheureusement l'occidentalisation de la mode et de la culture a mis en péril leur business. En 2015, on ne recensait que 178 geiko et 66 maiko dans les Hanamachi de Kyoto. Comme elles sont à présent ambassadrices de la culture traditionnelle japonaise, vous pouvez en croiser chaque année durant de nombreux événements ou festivals. Vous pouvez également en croiser dans la rue évidemment. Les photos sont maintenant interdites dans le quartier de Gion à Kyoto, mais si vous en croisez dans d'autres quartiers, n'oubliez pas qu'elles sont en train de faire leur travail. Elles sont pressées, donc il faut pas les empêcher de marcher. Elles portent des kimonos et des accessoires extrêmement chers, donc il faut absolument pas les toucher. Le mieux c'est de ne pas les prendre en photo du tout et juste de les admirer, mais si vous souhaitez les prendre en photo, ne le faites pas à leur insu, demandez-leur. Surtout ne les prenez jamais en photo quand elles sont accompagnées, vous ne savez pas si c'est un professeur ou un client et il faut respecter leur vie privée. Il est évidemment possible de vous payer les services d'une geisha parce que de nombreux sites sont maintenant actuellement disponibles en anglais. Vous pourrez les voir danser autour d'un bon repas, échanger avec elles, jouer à des jeux de société et même recevoir
le senjafuda, une sorte de carte de visite où est inscrit le nom de la geisha. Le confinement et l'épidémie de cette année ayant fortement impacté le business des geishas, des rencontres en ligne ont été mises en place. Je vous mettrai le lien en barre de description. À travers votre ordinateur, vous pourrez effectuer les mêmes choses que si vous étiez au Japon, si ce n'est que les geishas ne seront pas maquillées. À présent, plus personne ne choisit de devenir maiko ou geiko pour rembourser les dettes de sa famille. La plupart des filles sont attirées par l'apprentissage des arts traditionnels, mais également le fait de devenir célèbre. La geisha actuelle est plus proche d'une artiste indépendante. Elles sortent des photobooks, elles ont des blogs à elles, et il existe même des geishas étrangères. Les geishas font survivre les traditions japonaises pour les businessmen, mais également les touristes, à la recherche de ce pan de la culture japonaise authentique et de la beauté de cette profession qui semble hors du temps.